On accompagne des femmes qui se battent avec leur poids depuis des années, qui sont arrivées à un stade où c'est de plus en plus difficile parce qu'elles ont perdu confiance en elles ont perdu l'estime d'elles-mêmes. Culpabilité sur le fait qu'elles sont pas capables. Et en fait, elles rentrent dans un cercle vicieux. Les femmes que je reçois, elles arrivent en pensant qu'on va leur présenter un programme, une énième solution. Sauf que chez Kinécoach Santé, c'est pas ce qu'on propose. Ce qu'on souhaite dans la session de clarté émotionnelle, c'est vraiment de comprendre justement pourquoi aujourd'hui elles ont ces compulsions alimentaires. Oui, elles contrôlent le quotidien, mais elles se font contrôler par leur intériorité. À cause de mon poids, je vais pas bien, j'ai pas confiance en moi, je m'empêche des repas sociaux. Parfois, je veux même pas être sur les photos de famille. Je peux pas rentrer dans les fringues que je veux. Donc le poids est quand même la cause de beaucoup de problèmes dans ma vie. Quand la nourriture prend énormément de place au quotidien, dès qu'on est fatigué, stressé, on mange, on craque, on culpabilise et qu'on n'arrive pas à perdre de poids et qu'on en vient même à se dégoûter physiquement, c'est hyper dur d'entrevoir une solution. Cette forme de sécurité qu'elles ont trouvée pour s'en sortir, c'est juste une stratégie, les fait rester dans cet état de manque d'estime d'elles-mêmes, puisqu'elles continuent de manger, elles continuent de grossir. Bienvenue à toi Karine dans ce podcast, cette interview aujourd'hui. Donc pour petit rappel et juste introduction, chez Kinécoach Santé, on accompagne des femmes qui pour la plupart du temps se battent avec leur poids depuis des années, qui sont arrivées à un stade où c'est de plus en plus difficile parce qu'elles ont perdu confiance en elles ont perdu l'estime d'elles-mêmes et elles vont avoir vraiment ce réflexe de je sais quoi faire mais j'y arrive pas. Et j'ai vraiment envie qu'on parle de ça aujourd'hui avec toi Karine. Donc juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on essaie d'apporter le plus de valeur possible, le plus de clés concrètes pour améliorer sa relation à la nourriture, pour aider les femmes qui nous écoutent aussi à passer à l'action, à se choisir, à mettre en place des actions concrètes pour elles, à prendre soin d'elles, en tout cas à avancer vers leur objectif et arrêter de se focus poids, mais plutôt aborder le sujet un petit peu différemment pour que certes le poids descende, mais ce soit plus la conséquence de un mieux-être, j'ai envie de dire. Donc avant qu'on aborde tous ces sujets-là, est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui, merci Aubin. Donc moi je suis coach décisionnel dans l'équipe de Kinécoach Santé. J'ai aussi la casquette de thérapeute et c'est un sujet de la gestion des émotions sur lequel je travaille depuis de nombreuses années et qui m'anime puisque moi-même je suis passée sur ce chapitre-là personnellement car j'ai un profil un peu HPE, hypersensible. Donc c'est un sujet qui est important pour moi et j'ai compris aussi lors d'une prise de poids que les émotions jouaient énormément sur une gestion des émotions mal contrôlée. Et cette compréhension, en fait, m'a permis de pouvoir perdre du poids. Okay. C'est quoi un peu ton parcours, toi, en tant que t'as été coach, t'as été thérapeute, toi, ça a été quoi un peu le parcours et peut-être les personnes avec lesquelles tu as eu l'habitude de travailler dans ce métier-là? Alors j'ai travaillé beaucoup avec des personnes hypersensibles, des profils un peu comme moi, un peu borderline, qui avaient du mal vraiment à gérer leurs émotions. Donc des personnes aussi qui ont subi des violences, qu'elles soient psychiques, sexuelles, verbales. Ça a été vraiment typiquement le type de personnes que j'ai suivi dans mon parcours, avec du coup une gestion des émotions plus compliquée et surtout des traumas qui peuvent être aussi souvent mis sous le tapis, qu'on n'a pas forcément identifié, comme les traumas de négligence. Ça se ressent souvent dans les profils d'hypersensibles ou des profils aussi de personnes qu'on appelle bonnes élèves, où ce sont des personnes qui ont pu manquer véritablement d'attention et pour pouvoir vraiment rester dans le clan, dans le cercle, on fait tout ce qu'il fallait, ne pas faire de vagues, ne pas faire de bruit, et en fait sont restées très souvent dans une profonde solitude intérieure, en s'imaginant qu'elles étaient en danger si jamais elles étaient sorties du cadre en fait. Donc on les retrouve souvent dans les profils hypersensibles, ces traumas-là, et puis après des traumas un peu plus violents sur toutes les violences qui peuvent être exercées sur les enfants ou sur les femmes en général. Donc voilà à peu près le profil des femmes que j'ai suivies. Très clair. Et avant qu'on parle un petit peu plus de relation à la nourriture, de perte de poids, de comment changer les choses concrètement, moi j'aimerais te poser une question que j'aime bien poser souvent. Ça peut être à des femmes qu'on a accompagnées ou à des coachs au sein de l'équipe. C'est quoi pour toi la différence entre un travail de psychothérapie comme on l'entend habituellement, et un travail de coaching? Parce que souvent c'est vraiment encore un peu flou cette compréhension. Est-ce que tu pourrais un peu expliquer selon ta vision des choses? Oui. Alors c'est souvent en plus une question qui est abordée pendant les appels. Donc un travail plutôt psychothérapeutique, c'est plutôt un travail d'écoute et de compréhension. Donc on va vraiment créer cet espace d'attention, d'écoute pour laisser l'autre s'exprimer, de manière à ce qu'il puisse avoir cette attention dont il a besoin. Et dans cette écoute, il peut y avoir certaines questions posées pour pouvoir l'amener à des prises de conscience et aussi amener une compréhension avec des connaissances dont on dispose pour pouvoir lui permettre de cheminer et de comprendre ce qu'il est en train de traverser. Donc il y a davantage dans l'écoute, dans l'apport de connaissances,
et éventuellement dans l'émergence de la prise de conscience. Le coaching, c'est différent pour moi, puisque effectivement, il y a une approche psycho-émotionnelle. On a besoin de comprendre ce qui se joue chez la personne, les stratégies qu'elle a mis en place avec les mécanismes de défense et de protection qui sont à l'œuvre dans ces stratégies-là. Mais ce qui va être salvateur dans le coaching, c'est qu'on est beaucoup dans le mouvement, dans la mise en action. On va vraiment rechercher des leviers qui vont permettre à la personne d'actionner des leviers pour trouver des solutions. Et grâce à des outils sur lesquels on s'est formé, on va pouvoir aider cette personne à se transformer en fait. Donc la différence pour moi, c'est que la psychothérapie, c'est plutôt la phase de compréhension et d'écoute. Le coaching, il y a aussi cet espace d'écoute et de compréhension, mais en plus, il y a le levier pour la mise en mouvement, la mise en action. Ok, hyper intéressant. Alors, ce qui pourrait être intéressant maintenant d'aller aborder, tu as parlé tout à l'heure de ton rôle chez nous, qui est ce qu'on pourrait appeler coach décisionnel, c'est comme ça que tu l'as appelé. Ça peut faire même presque un peu peur, tu vois, ce truc de coach décisionnel, ça veut dire quoi? Est-ce que t'es ok qu'on en parle un peu, tu vois, concrètement? Pourquoi est-ce que c'est important de passer par cette étape de coaching décisionnel ou en tout cas de premier socle qui permet derrière d'avoir une vraie transformation, d'avoir des vrais résultats dans ce domaine de la perte de poids, de la santé? Comment est-ce que toi tu le vois et pourquoi c'est important de passer par là et pas juste se dire en fait on pourrait directement démarrer par le coaching comme on pourrait le percevoir quoi. Ouais. Merci pour cette question parce que c'est vrai que c'est important d'y apporter de la clarté. Très souvent dans les appels, les femmes que je reçois, elles arrivent en pensant qu'on va leur présenter un programme, une énième solution avec un tarif et qu'elles vont être en mesure de prendre une décision par rapport à la présentation. Sauf que chez Kiné Coach Santé, c'est pas ce qu'on propose. Ce qu'on souhaite dans la session de clarté émotionnelle, c'est de comprendre justement les enjeux, c'est-à-dire ce que la personne elle traverse au niveau émotionnel. Et très souvent, elles ont eu l'habitude, même lorsqu'elles ont déjà abordé des travails psychothérapeutiques, de rester en surface et de ne pas aller dans la profondeur du sujet, donc de ne pas vraiment aborder le sujet des émotions. Donc ce qui va être important pour nous dans cette session de clarté émotionnelle, c'est vraiment de comprendre les attentes, les besoins, ce qui leur a manqué. Et ce que je perçois moi dans les rendez-vous, c'est qu'il y a souvent une peur de l'engagement. Une peur de l'engagement parce qu'il y a un terrible manque de confiance, un terriblement peur d'estime d'elle-même. Et ce rendez-vous sert justement à cette prise de conscience, de comprendre justement pourquoi aujourd'hui elles ont ces compulsions alimentaires, qu'est-ce qui font que c'est incontrôlable, et ça c'est souvent le sujet dans les rendez-vous, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à contrôler cette manifestation qui m'amène à la compulsion. Donc ça amène beaucoup de culpabilité sur le fait qu'elles sont pas capables, et en fait elles rentrent dans un cercle vicieux, et le niveau d'engagement du coup peut être impacté par ce cercle-là parce qu'elles se racontent l'histoire que du coup ça va être aussi la même chose. Si je ne suis pas déjà capable, moi, de pouvoir arrêter ce phénomène-là, est-ce que je vais être capable de pouvoir apprendre à gérer mon état émotionnel? Et ça parle de sécurité intérieure, de manque de confiance. Et donc, mon rôle dans ces séances-là, c'est de vraiment leur faire prendre conscience que... Alors, il en va évidemment de leur responsabilité de pouvoir aller vers cette transformation, mais cette responsabilité, elle a besoin aussi d'être déculpabilisée au début par rapport aux stratégies qu'elles ont mis en place très souvent dans l'enfance. Donc c'est important qu'elles puissent faire le lien pour justement se déculpabiliser, et c'est en se déculpabilisant que l'engagement va être un peu plus simple pour elles, puisque ça va amener beaucoup plus de clarté. Et l'espace de décision intervient justement dans cet espace d'engagement. Et quand tu parles de clarté, c'est quand même très difficile de résoudre un problème qu'on ne comprend pas. Et du coup, toi, dans la vie de tous les jours, en général, quand on passe à l'action sur quelque chose, là, j'ai pas d'exemple qui me vient, mais quand on s'engage, t'as utilisé le mot engagement, quand on s'engage dans un processus, je sais pas moi, demain, imaginons je veux construire une maison. Si je construis une maison, c'est dur de passer, j'ai envie de construire une maison, je la construis, si j'ai pas, je sais pas, un architecte ou quelqu'un qui m'a aidé à concevoir le plan, ou en tout cas que je l'ai bien imaginé dans ma tête et que j'ai vraiment de la clarté sur où est-ce que j'en suis et où est-ce que je veux aller. Si j'ai pas de clarté là-dessus, je passe pas vraiment à l'action. Et je trouve qu'il y a un peu un parallèle là-dessus entre une femme qui a fait des régimes toute sa vie, a perdu confiance en elle, une famille à gérer, des enfants, un boulot, un passé, donc parfois des événements de vie difficiles. Parfois, c'est pas forcément le cas, mais en tout cas, il y a un passé qui va derrière. C'est dur de s'imaginer que c'est possible, en fait. C'est dur de s'imaginer autrement, et quand la nourriture prend énormément de place au quotidien, dès qu'on est fatigué, stressé, on mange, on craque, on culpabilise, et qu'on n'arrive pas à perdre de poids, et qu'on en vient même à se dégoûter physiquement,
bah, c'est hyper dur d'entrevoir une solution. Donc, si j'ai pas de clarté sur pourquoi déjà je suis bloqué là-dedans, c'est difficile. Et si j'ai pas de clarté sur comment changer les choses, c'est encore plus dur. Donc, je trouve que c'est pertinent de le voir aussi comme ça, et ce rôle de clarté que tu as, il est nécessaire, parce que sinon, comme tu l'as dit, il y a pas d'engagement, mais il y a aussi il y a pas d'espoir, quoi. C'est ça. Et très souvent, je vais rajouter à ce que tu dis parce que c'est la notion d'être débordé. C'est très intéressant ce que tu dis. On se rend compte que quand on creuse le sujet, très souvent il y a de la. Alors oui, elles sont débordées parce que le quotidien est dense. Hein, on va pas se le mentir. Les enfants à gérer, le travail, le quotidien, le ménage. Mais souvent il y a des femmes qui se rajoutent beaucoup de choses. Il y a une forme de fuite, de ne pas justement côtoyer, confronter à leur état intérieur. Et cette forme de fuite, elle peut aussi s'apparenter à de l'activité, l'addiction du travail pour certaines. Et ça rejoint l'addiction à l'alimentation. Pourquoi ? Parce qu'elle cherche à compenser une fatigue, un épuisement, et ne pas sentir en fait finalement. Donc ça crée comme une forme d'anesthésion. Et effectivement, elle reste dans ce cercle-là, où elles pensent que du coup elles ne peuvent pas s'en sortir parce que de toutes les façons le quotidien est comme ça, et elles se résignent, elles sont profondément, il y a vraiment une certitude chez elles, et elles pensent que ça ne peut pas changer, qu'elles ne peuvent pas changer les choses, et parce qu'il y a vraiment ce côté anesthésie en fait à l'intérieur, où elles ne sentent plus l'intériorité. Donc la nourriture, le travail vient compenser ceci, et quelque part c'est montrer aussi que je suis capable de gérer, donc elle gère, mais en serrant les dents, en avançant, dans une forme d'hyper-contrôle, et c'est difficile, comme tu le dis, d'avoir de la clarté dans tout ça. Effectivement. Et qu'est-ce que ça change quand on réussit à passer ce step de mettre de la clarté sur le problème, et justement de réussir à prendre une vraie décision pour soi, en fait, sur je change les choses. Eh ben, ce qui change, c'est qu'elles se rendent compte finalement que finalement l'intériorité, comme elles pourraient le percevoir comme un monstre, si je peux le symboliser comme ça, mais elle n'est pas si effrayant en fait, parce qu'elles se rendent compte que dans les rendez-vous qu'on a ensemble, qu'on y apporte beaucoup de douceur et de bienveillance finalement. Ils sont totalement déculpabilisants, donc c'est rassurant pour elles, et ce qui leur permet justement de s'ouvrir vraiment en douceur pour aller côtoyer l'intérieur et voir que finalement, même si effectivement ça peut paraître inconfortable sur certains aspects, puisqu'elles vont aller sentir quelques émotions pendant le rendez-vous, mais ça les soulage énormément et ça les rassure d'être dans un espace sécurisant pour elles. Et très souvent ça les chamboule, mais dans le bon sens, parce qu'elles se sont vraiment senties accueillies, elles ont eu cet espace d'écoute, et c'est rarement ce qu'elles ont dans le quotidien. Complètement. Et pour celles qui nous écoutent et qui n'ont pas encore eu l'occasion de vivre une session de clarté émotionnelle, n'hésitez pas à regarder sur les liens qui se trouvent en dessous de la vidéo. C'est des rendez-vous qui sont gratuits chez nous. C'est des rendez-vous qui permettent justement en 1 heure de faire un point complet sur la situation, et qui nous permet d'identifier si vraiment nous on peut vous aider, et si derrière il y a les bonnes conditions qui sont réunies, avant potentiellement d'entamer un vrai accompagnement, un travail un peu plus en profondeur pour atteindre des résultats. Donc pour amener un peu plus de compréhension là-dessus, ce sont un peu les premiers rendez-vous chez Kiné Coach Santé qu'on propose, et qui sont gratuits, et qui sont accessibles autour de cette vidéo. C'est quoi les croyances qui reviennent le plus souvent chez les femmes avec qui tu échanges au quotidien, Karine? La peur d'y arriver, ça c'est une croyance qui est profondément présente. La peur d'y arriver. La peur d'y arriver, ouais. La peur d'arriver à se transformer, à changer les choses. C'est quelque chose qui est vraiment présente. Donc toi, tu dirais plus la peur d'y arriver que la peur de ne pas y arriver. Oui, la peur de ne pas y arriver. Il y a un lapsus parce que la peur d'y arriver, ça peut être aussi la peur de vivre cette transformation. Mais effectivement, il pourrait y avoir les deux si on va profondément. Mais oui, la peur de ne pas y arriver, c'est vraiment celle qui ressort le plus. Pourquoi ? Parce que il y a vraiment ce problème de confiance présent dans l'intériorité. Pourtant, c'est des femmes souvent qui ont réussi, qui ont fait des études, qui arrivent à gérer leur quotidien. Donc, ce sont des femmes qui, c'est ce qu'elles disent, hein, dans le quotidien, vraiment affrontent beaucoup de choses. Mais dès qu'il s'agit d'elles-mêmes, à cause de ce manque de sécurité intérieure et de confiance, il y a vraiment cette peur de ne pas y arriver. Et la peur d'y arriver, ça peut être vraiment lié à cette transformation. Si je change, qu'est-ce que ça va impacter dans mon quotidien ? Et il peut y avoir aussi cette croyance-là. Ouais, complètement. La peur de... On parlait d'identité là il y a quelques jours. Il y a vraiment ce truc du coup, mon identité, c'est j'ai pas confiance en moi. Donc du coup, mes pensées, c'est j'ai peur de pas y arriver. Donc l'émotion qui va avec, c'est peut-être du coup la peur. Et du coup, l'action qui en découle, c'est bon, on verra plus tard. Ou finalement, bon, il y a les vacances, il y a machin, il y a truc. Enfin, il y a toujours un peu une excuse qui va arriver, et qui va venir bien justifier en fait finalement
le schéma qui se met en place, alors que ce qu'on a envie d'aller chercher, c'est presque une nouvelle identité, une identité de justement je crois en moi. Et quand on croit en soi, bah on a des pensées qui sont plus orientées vers l'action, vers prendre soin de soi, vers gérer ses émotions, vers un équilibre émotionnel dans les différents domaines de vie, et donc vers des actions qui en découlent. Comme forcément c'est plus facile de manger en accord avec nos objectifs, c'est plus facile d'aller. Je prends un exemple, on a plus envie d'aller faire du sport quand on se sent bien, quand on a de l'énergie en rentrant du boulot et qu'on a un bon état émotionnel, plutôt que si je suis pas bien, que j'ai vécu une journée pourrie, que je suis stressé, fatigué, bah, j'ai plus envie d'aller manger un petit truc parce que ça va me réconforter. Donc les actions vraiment de notre quotidien, elles découlent vraiment de tout ce truc d'émotions, de croyances et d'identité qui va avec. Et donc ce que tu dis, je trouve que c'est pertinent parce que en fait, ça revient toujours à la confiance en soi. Tu me dis la peur de pas y arriver, c'est le manque de confiance en soi. Et finalement, qu'on soit là ou pas, c'est-à-dire que qu'un coach soit présent ou pas dans l'accompagnement, ce qui se joue et la compréhension qu'il faut réussir à avoir, c'est que le vrai sujet, c'est pas juste le poids, mais c'est vraiment cette question de confiance et d'estime de soi. En tout cas, vis-à-vis du sujet de l'image et de la perte de poids, parce que c'est là que ça va se jouer, en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est vraiment quand tu disais que c'est très facile, la solution de rentrer du travail, de grignoter, mais c'est la seule solution qu'elles ont pour le moment, tant elles n'ont pas justement été travailler cette confiance dont elles ont besoin justement pour se nourrir. Parce que si elles n'ont pas ce soutien extérieur, finalement, il y a vraiment cette peur de l'effondrement. Et le problème, c'est que tant qu'elles sont dans les situations d'évitement et de détournement, donc dans la compensation via la compulsion alimentaire ou compulsion l'alcool, compulsion, enfin toutes sortes de compulsions. Hein. Elles sont vraiment dans des stratégies d'évitement et de détournement parce qu'elles ont trouvé dans cet espace-là une forme de sécurité. Hein. C'est ce qu'on appelle les bénéfices à rester dans cette situation, mais c'est un leurre. C'est un leurre parce que c'est extrêmement inconfortable, parce que cette forme de sécurité qu'elles ont trouvée pour s'en sortir, hein, c'est juste une stratégie, bah, les fait rester dans cet état de manque d'estime d'elles-mêmes, puisqu'elles continuent de manger, elles continuent de grossir, et du coup c'est un peu l'hamster qui tourne dans sa roue, elles ont du mal à sortir du schéma. Est-ce que tu aurais un exemple? Parce que là, on arrive vraiment sur un des sujets qu'on avait prévu qui est intéressant, c'est un peu les bénéfices inconscients du poids. Et là, je trouve que c'est pas forcément facile, tu vois, à percevoir quand on se dit à cause de mon poids, je vais pas bien. À cause de mon poids, j'ai pas confiance en moi. À cause de mon poids, je pense tout le temps à la nourriture. À cause de mon poids, je m'empêche des repas sociaux. Parfois, je veux même pas être sur les photos de famille. Je peux pas rentrer dans les fringues que je veux. Donc le poids est un peu quand même la cause de beaucoup de problèmes dans ma vie. Et là, on est en train de dire il y a peut-être des bénéfices inconscients à ça. Est-ce que tu pourrais peut-être donner un exemple et vraiment en dire un peu plus sur ce sujet? Le bénéfice inconscient, c'est que quelque part, finalement, j'ai tellement pas confiance en moi que je ne veux pas qu'on me voie tel que je suis. Il y a vraiment ce bénéfice-là. Parce que j'ai toujours eu l'habitude, en fait, j'ai toujours baigné dans ce manque de confiance. J'ai toujours baigné dans ce manque d'estime de moi. J'ai toujours été la petite fille sage qui ne fait pas de vagues, qui ne fait pas de bruit. Et c'est vraiment inconfortable de sortir de ce modèle-là. Parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi? Donc un des bénéfices, c'est déjà de se dire, si je change, est-ce que je vais rester dans le clan? Et du coup, c'est la peur du rejet, la peur d'être exclu et de ne pas être accepté comme les autres par rapport à ce changement-là. Donc en restant dans cette dynamique-là, finalement, je reste la bonne petite fille sage, je ne fais pas de vagues, je ne fais pas de bruit, on va pas me remarquer plus que ça, surtout pas. Et finalement, je viens vraiment valider le fait que je suis pas digne d'intérêt, je suis pas digne de qu'on s'intéresse à moi. Donc le bénéfice, c'est vraiment ça c'est inconscient, hein, c'est de rester dans cette dynamique-là. T'as un exemple qui te vient en tête? Toi, est-ce que tu aurais vraiment une histoire un peu plus précise d'une femme là où tu te souviens, il y avait vraiment des bénéfices inconscients et qui ont réussi un peu à être, j'ai envie de dire, identifiés et levés. Tu vois, quand je dis lever, c'est ok, j'ai conscience de ça, mais malgré ça, j'ai envie en fait de changer et d'aller vers une autre moi, en gros. Oui, 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 j'ai en tête une femme que j'ai accompagnée lors d'un rendez-vous de session clarté émotionnelle qui était vraiment persuadée dans un schéma de croyance qu'elle ne méritait pas en fait de pouvoir s'élever. Hein. C'est pas s'élever dans la société, mais s'élever d'une manière plus au niveau de l'estime d'elle-même en fait, au niveau de la confiance en elle, parce qu'elle avait une place bien précise et que c'était important de ne pas sortir du cadre-là. Et en fait, justement, là, en creusant les émotions, elle s'est rendue compte que ça impactait aussi ses enfants,
fortement par rapport à l'éducation, aux valeurs qu'elle leur transmettait. Elle se rendait compte que sa petite fille reproduisait les mêmes schémas, une de ses enfants. Et ça lui a amené énormément d'émotions, beaucoup de douleur, puisque c'est ce qu'elle avait vécu dans l'enfance, c'est ce qui l'avait fait souffrir. Et la prise de conscience a été justement par rapport à son enfant. Elle pensait pas, en fait, que son enfant pouvait... alors, elle avait pris conscience que son enfant inconsciemment reproduisait un peu les mêmes schémas, mais sans vraiment y faire attention. Et quand on a vraiment échangé là-dessus, il y a cette prise de conscience qui a émergé que finalement, ma fille reproduit la même chose, ne se sent pas forcément à la hauteur, ne se sent pas à sa place. Elle a vraiment le symptôme de la bonne élève. Et ça a mis ça lui a mis vraiment une grande claque. Et c'est ce qui a permis le levier. Ça veut dire non, je veux pas que ma fille, elle vive dans cette manifestation-là, et je veux changer les choses pour elle. Et en fait, quand on a continué à questionner la croyance, elle s'est rendue compte que l'histoire qu'elle se racontait, que si elle changeait, ça viendrait chambouler toute la famille, c'était quelque chose qu'elle se racontait puisqu'elle ne l'avait jamais vécu, donc elle ne pouvait pas prévoir ce qui allait se passer. Donc finalement, le scénario de peur, c'est une histoire qu'elle se raconte. Elle se rend compte que finalement, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé, qu'elle n'a jamais vécu, donc elle peut pas savoir ce qui va se passer derrière. Donc, proposer plutôt de vivre une expérience pour pouvoir changer les choses, mais quel impact positif finalement ça aurait sur la famille si elle arrivait à prendre totalement sa place en étant complètement en confiance en elle-même, et qu'est-ce que ça va apporter aussi en termes de système de valeurs à sa fille. Et D'accord, ça a été vraiment le gros levier. c'est en voyant ça que ça a switché, ou ça a changé la manière dont elle voyait ce sujet, et donc ça lui a permis d'avancer et de passer à l'action et de vraiment mettre en place des choses pour changer son système de fonctionnement, de pensée, de gestion des émotions, et donc derrière d'aller perdre du poids et de pas retomber à chaque fois dans le nouveau schéma, en gros. Voilà, ça a été un levier puissant grâce à ça. Il y a une belle transformation qui s'opère pour elle. Ok, excellent. C'est quoi là où les prises de conscience qui sont selon toi les plus importantes avant de foncer tête baissée dans un nouveau programme pour perdre du poids? La prise de conscience, c'est l'engagement pour moi, l'implication. C'est pas je vais tester un nouveau truc, je vais essayer une nouvelle méthode. Très souvent pendant les appels, c'est ça. J'arrive, j'ai essayé plein de trucs, j'ai un nouveau truc que j'ai vu apparaître sur une pub Instagram, et je vais vouloir tester un énième chose. Moi, ce que vraiment j'amène dans les rendez-vous pour qu'elle puisse bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que tu veux tester un nouveau truc, ou est-ce que tu veux vraiment faire et t'engager pour toi, et que durablement les choses, elles changent pour toi? Est-ce que tu as vraiment envie d'investir sur toi, en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'argent, pour pouvoir changer les choses de manière durablement? Donc Ouais. l'engagement, l'implication, c'est-à-dire vraiment aller vers ce voyage vers elle, est très important. C'est ça qui fait vraiment toute la différence. Et c'est là qu'on se retrouve du coup face à toutes les peurs, parce que l'engagement fait peur. Donc sur ce qu'on disait au début, ok, donc en fait le déclic le plus important, c'est aussi le plus difficile du coup. Parce que tu me disais, plus difficile c'est la peur la peur de pas y arriver, et la peur de s'engager. Mais malgré tout, de ce que toi tu me partages, c'est qu'en fait c'est aussi le plus important, la prise de conscience la plus importante, être capable de s'engager. Et c'est encore plus difficile quand on n'est pas à son premier coup entre guillemets, et que ça fait déjà la 72e fois que je me renseigne pour un nouveau régime. J'ai testé peut-être les applications, j'ai testé d'aller voir une diététicienne, j'ai testé des régimes dans les journaux ou sur des trucs que j'ai vus en ligne sur internet. J'ai testé les repas qu'on m'a envoyés chez moi, j'ai testé, bon bref, 50 millions de trucs, même parfois un travail psychothérapeutique ou de l'hypnose, ce genre de choses. Et là, entre guillemets, on me demande de m'engager à nouveau, alors que c'est déjà ce que je fais dans la manière dont moi j'ai l'impression de le faire. C'est-à-dire que j'ai déjà l'impression que c'est ce que je fais depuis toute ma vie, en fait. Je m'engage dans une méthode, une nouvelle, et là on me demande à nouveau de le faire. C'est sous un angle différent. L'angle de travailler sur soi, mieux se connaître, mieux se comprendre, changer ses perceptions, changer la façon dont on vit son rapport à la nourriture, son rapport à son estime, pour derrière avoir des résultats. Et alors j'enchaîne du coup sur le sujet d'après, parce que forcément, aller travailler tous ces sujets, c'est important de le faire dans une approche globale. C'est important de mettre en place les bonnes ressources aussi, donc d'être accompagné, d'avoir des humains qui soient qualifiés pour le faire, et pas juste être seul face à soi-même avec 2-3 vidéos qu'on aurait vues en ligne. Et ça représente en effet, comme tu le disais, un engagement en temps, en énergie. C'est quand même des investissements qui sont sur en général plusieurs mois, en tout cas chez nous, pour pouvoir avoir des vrais changements. Investissement financier aussi. Et le côté financier, c'est toujours un sujet un petit peu touchy, qui fait toujours un peu peur, parce que justement, j'ai déjà mis aussi de l'argent dans plein de trucs.
Maintenant, on peut pas non plus proposer des accompagnements à 50 euros parce qu'en fait, ça marcherait pas. On pourrait pas mettre les humains pour pouvoir y arriver. Ce qui fait que c'est un vrai sujet aussi. Alors, on s'était dit peut-être qu'on en parlerait un peu. Toi, quoi, un peu les sujets auxquels tu fais face, peut-être les croyances limitantes justement là-dessus. Est-ce que tu veux en parler un peu du coup? Ouais, oui, parce que c'est un vrai sujet et ça vient aussi beaucoup toucher au système de valeurs de la personne. Et on se rend compte que l'argent, c'est vraiment relié à la sécurité intérieure. Très souvent, en fait, il y a le fait de, inconsciemment, hein, au-delà de la peur de ne pas y arriver, c'est aussi est-ce que je le mérite? Est-ce que je le mérite parce que ça va impacter peut-être le budget de la famille, parce que j'ai déjà, comme tu le dis, essayé plein de régimes et ça n'a pas fonctionné, j'ai essayé plein de méthodes, ça n'a pas fonctionné, et je dois encore à nouveau investir sur moi. Donc la notion de mérite, elle vient encore une fois toucher à l'estime de soi. Et c'est pour ça que c'est le sujet de l'argent est relié à la sécurité. Parce que comme je suis de toutes les façons en insécurité intérieure, avec ce manque de confiance que j'ai en moi, on a vraiment tout le système de protection de la personne qui est en hyper-vigilance. Le fait de toucher à l'argent que normalement je contrôle dans mon quotidien et qui me permet d'amener de la sécurité, puisque ça me permet de payer mon loyer, ça me permet de mettre à l'abri mes enfants, ça me permet de sécuriser ma famille. Si je viens toucher à l'argent, je vais potentiellement mettre ma famille en danger. Est-ce que moi, je mérite de mettre ma famille en danger? C'est vraiment la croyance qui peut être liée au sujet de l'argent. Et donc, quand elles sont dans cette identité-là, d'insécurité intérieure, eh bien forcément, ça vient toucher à cette insécurité financière. Donc, tant qu'on reste finalement dans cet espace-là, il peut y avoir une peur de l'engagement. Okay. Et ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que lorsqu'elles arrivent à s'engager, c'est qu'elles comprennent justement que c'est parce qu'elles sont en insécurité qu'elles restent toujours dans cette dynamique de survie de la famille. Et donc l'idée, c'est d'amener, mais est-ce que tu veux continuer de vivre dans un espace de survie ou est-ce que tu veux apprendre à vivre au sein de ta famille et du coup permettre à ta famille de vivre différemment? Et qu'est-ce que ça change quand on, justement, modifie sa façon de penser aussi à ce sujet-là? Eh bien, il y a beaucoup plus de fluidité dans le quotidien par rapport à l'argent. Ça ne veut pas dire que on devient irresponsable, mais on a un ancrage différent parce que dès l'instant où on retrouve de la sécurité intérieure, on va faire des choix beaucoup plus conscients et beaucoup plus non pas dans la peur, mais plutôt dans une conscience de confiance en fait. Donc on saura beaucoup plus se diriger, beaucoup plus d'instinct, beaucoup plus il y a vraiment cet ancrage en fait qui est là parce que l'argent n'est plus une solution de survie et de vraiment de sécurité, mais en fait il est libéré dans la famille comme une énergie à part entière et j'ai plus besoin de protéger mais plutôt de vivre avec beaucoup plus de sérénité et d'apaisement. Ok, hyper intéressant. Et c'est vrai que, en tout cas, investir en soi, investir dans de la formation, dans se faire accompagner, c'est quand même des choses qui sont pas habituelles dans l'état d'esprit des personnes en général, en France notamment. Je donne un exemple, hein, mais chez nous, l'alimentation émotionnelle, c'est-à-dire le fait de peut-être des paquets de gâteaux à droite à gauche, de commander au lieu de cuisiner, d'être un peu dans la compulsion d'achat de nourriture, ça peut représenter entre 100, 200, 300, peut-être même 400 euros par mois parfois. Il y a d'autres sujets encore plus impactants comme ça peut être l'alcool ou la cigarette, mais c'est pas forcément nous ce qu'on travaille, mais c'est des sujets qui peuvent coûter très cher aussi au quotidien et qui sont presque plus tolérés en fait en termes de dépenses que le fait de se faire aider, de se faire coacher, de se faire accompagner. Il y a plein d'autres dépenses comme ça dans la vie de tous les jours. Là, j'en ai pas forcément qui me viennent. Ça peut être les fringues. Si je m'achète 2-3 fringues par mois, ça va vite, on va vite à 300 euros. Donc à l'année, on est sur quand même plusieurs milliers d'euros. Ça peut être, je sais pas moi, les sorties, la voiture aussi, le fait de payer une voiture plus chère qu'une autre. Enfin bref, il y a plein de sujets. Et les études aussi. Je sais pas si ça peut être intéressant aussi d'en parler. C'est-à-dire que quand on paye des études pour soi ou pour ses enfants, souvent on parle de milliers d'euros quoi, de peut-être 5 000 euros l'année sur 4 ans. Ça fait des budgets à 20, 30 000 euros pour se former, pour apprendre une compétence. Mais c'est quelque chose après les études, on a tendance à arrêter de faire.
C'est-à-dire qu'on arrête de se former, on arrête d'apprendre, on arrête de chercher à mieux se comprendre, à mieux se connaître, et il n'y a pas de formation à l'école ou après l'école pour nous aider en fait à mieux gérer les émotions et tout. Et pourtant, c'est quand même un vrai sujet qui touche la vie au quotidien. Donc, ce changement de perception, il est pas facile à avoir, mais je trouve il est nécessaire en fait pour prendre conscience qu'il y a d'autres manières d'investir son argent que juste dans ce qu'on connaît en fait. C'est quoi Oui, toi, ton avis? c'est vraiment lié à la culture, en tout cas française. Parce que si on regarde au niveau, par exemple, des États-Unis, il y a moins ce problème d'investir sur soi. L'argent n'est pas tabou. En France, l'argent reste quand même un sujet tabou. En 2026, hein, c'est encore le cas. Pour des personnes, c'est difficile d'en parler. Et tu as dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure, les études des enfants. Mais au-delà des études des enfants, lorsque moi je le vois lors des rendez-vous, quand les enfants ont des problèmes, les parents, et notamment les mères de famille, puisque nous on a plus des femmes dans les rendez-vous, n'ont pas de problème pour investir pour leurs enfants. C'est pour ça que je disais que la notion d'estime de soi et de est-ce que je le mérite est très importante, parce que si l'enfant avait un problème, il n'y aurait aucune difficulté à engager les finances pour pouvoir aider l'enfant. Et on en revient encore une fois à cette problématique d'estime de soi et de est-ce que je le mérite en fait. Et ça vient vraiment toucher au système de valeurs personnel de la personne et montrer à quel point elle n'est pas méritante. Et le switch, il est vraiment là à faire, parce que c'est important évidemment de parler de la culture française, hein, sur la notion de effectivement se former tout au long de sa vie, puisque je pense qu'on n'en est pas encore là, même s'il y a des personnes qui sont beaucoup plus conscientes que c'est important pour leur développement et leur évolution. Mais il y en a d'autres pour qui effectivement c'est pas encore quelque chose de c'est pas encore ancré. Mais dès l'instant où on va toucher à la famille, il y a vraiment une autre dimension qui se met en place. Il y a un autre enjeu, et lorsqu'il s'agit des enfants, il n'y a plus cette question financière en fait. Là, elles sont capables, hein, de pouvoir investir sur leurs enfants. C'est pour ça que cette thématique de travailler la sécurité est très importante. Ouais, complètement. Et peut-être pour terminer là-dessus, qu'est-ce que on pourrait dire ou qu'est-ce que toi tu pourrais dire à peut-être tu vois une personne. Forcément, là on parle de sujets qui peuvent tu vois être un peu qui peuvent toucher en fait, qui peuvent même faire réagir. Tu vois, moi j'entends déjà un peu le truc de oui mais tu vois, oui mais moi c'est différent, oui mais moi j'ai pas d'argent, oui mais c'est facile de dire ça quand on a des sous, tu vois, ou ce genre de truc. Et là, c'est pas évident parce que en effet, il faut pas non plus se mettre en insécurité ou en danger financier. Et il y Ah a un oui, équilibre à trouver entre est-ce que là, s'engager, donc investir temps, énergie, argent, ça vient toucher vraiment l'intégrité de la sécurité réelle, en fait, de est-ce que je vais pouvoir finir le mois ou pas me mettre en négatif ou quoi? Ou est-ce que c'est juste de la peur? Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un espèce d'équilibre à trouver quand même, à avoir ton avis là-dessus, de ton expérience, en fait, au quotidien. oui, mais je suis d'accord avec toi. C'est important aussi de comprendre la réalité financière de la personne, et c'est ce qu'on fait, hein, dans le cadre des rendez-vous, c'est de bien comprendre cette réalité financière. Donc comme tu dis, l'idée c'est pas qu'une personne se mette en insécurité pour travailler sur elle, mais effectivement de bien comprendre ce qui se joue derrière. Est-ce que effectivement il y a une réalité financière qui fait que bah pour le moment elle ne peut pas investir sur elle parce que en faisant ses comptes bah on peut pas pousser les murs, ou est-ce que effectivement il y a une peur derrière. Ça c'est et le questionnement qu'on va avoir derrière, où on va travailler un petit peu sur coacher un petit peu sur la croyance de l'argent, c'est juste d'arriver à comprendre qu'est-ce qui se joue dans son intériorité, quelles sont les peurs, pourquoi elles sont là. C'est vraiment de la rejoindre en fait. Parce que si elle a vraiment peur, elle n'est pas en train de faire semblant, elle a vraiment peur. Et la peur, elle se doit d'être accueillie. Ça fait partie de notre travail d'accueillir cette peur. Parce que quand on parle de gestion des émotions, Ouais, bah, la peur en fait partie, puis c'est la plus grande prêtresse, si j'ai envie de dire, dans cette gestion des émotions. Donc c'est important de pouvoir accueillir cette peur et d'en parler librement pour qu'elle puisse justement retrouver de la sécurité sur ce sujet-là. complètement. Je suis d'accord avec toi. Et peu importe finalement derrière qu'il y ait un passage à l'action, qu'il y ait vraiment un investissement financier, ce qui compte, c'est aussi la prise de conscience, la prise de décision pour soi, la clarté, pour que derrière, il y ait une vraie mise en mouvement et il y ait un vrai moteur qui se mette en place pour aller chercher des résultats différents. Donc ça, c'est hyper important de le voir. Et il s'agit pas non plus d'investir, je sais pas combien, des dizaines de milliers, et surtout de tomber sur un truc aussi un peu en mode dépendance, tu vois, et où il faut investir des sommes tous les mois pendant des années,
Et ça, malheureusement, c'est le cas pour beaucoup de méthodes, beaucoup de régimes, beaucoup de trucs un peu à la mode. Je pense notamment à la livraison des repas, ou ce genre de trucs qui vont quand même coûter assez cher, mais qui vont du coup amener à une perte de poids, amener des résultats à court terme, parce que forcément, on est en déficit calorique de par ce qu'on nous donne à manger. Mais le jour où j'arrête, en fait, ça ne marche plus. Et donc, il y a un truc de tant que je continue à payer, ça fonctionne. Donc, ce qui est important aussi, c'est de voir l'investissement sur soi comme quelque chose qui va pas me rendre dépendant. En tout cas, dans la manière dont il faut trouver quelque chose qui n'est pas orienté dépendance, mais qui est orienté comment ça me rend autonome et comment ça me change moi pour que derrière je puisse continuer par moi-même en sachant qu'il y a toujours du travail à faire sur soi et que le chemin est jamais vraiment fini. Mais en tout cas, on avance en tout cas vers un mieux-être et on évolue quoi. Ouais, c'est pour ça que c'est important ce que tu dis, la notion d'autonomie, parce Ouais. que c'est ramener aussi un individu à reprendre les rênes de sa vie, à être complètement responsable de son intériorité quand elle travaille sur elle. Et c'est là où cette notion de contrôle, très souvent les femmes que j'accompagne au rendez-vous parlent d'hyper-contrôle, et encore une fois c'est un leurre. Oui, elles contrôlent le quotidien, tout l'extérieur, mais elles se font contrôler par leur intériorité parce qu'elles n'ont pas la main. Ouais. En fait, il y a un combat, il y a une lutte permanente dans l'intériorité, ce qui les fatigue énormément, ce qui amène à cet épuisement, et d'où aussi les compensations. Il y a différents facteurs qui amènent aux compensations, parce que tant que je ne suis pas autonome dans mon intériorité, c'est mon organisme qui prend les rênes, qui vient protéger le système pour que je tienne, hein, en fait, et bien je vais avoir besoin d'un soutien extérieur. Donc en reprenant les pleines commandes, la responsabilité de mon intériorité, j'ai vraiment les rênes. Hein. Moi j'ai souvent l'image d'un cavalier sur un cheval qui avance vraiment avec le cheval parce que il a les rênes bien ajustées. Eh bien, ça crée un bel équilibre dans l'avancement, dans le mouvement en avant. Alors que si j'essaye de contrôler et que je tire trop fort, je vais vraiment être dans le freinage en fait. Et j'avance plus. Et Ouais. donc c'est le système interne qui prend les rênes et c'est lui qui décide en fait. Donc tout ce qui se joue à l'extérieur est un peu un leurre parce que j'ai besoin de. Alors encore une fois, je le dis, c'est une stratégie. La personne, elle est comme dans un pilote automatique et elle fait du mieux qu'elle peut. C'est une stratégie qui a été adoptée pour pouvoir survivre. Mais on voit bien que ça épuise au quotidien cette stratégie et le fait de redevenir autonome ramène justement du coup une forme de liberté avec un mouvement en avant. Je sais mieux gérer mon état intérieur, j'ai plus besoin de compulsion et de compensation. Et forcément, cette énergie me permet d'être proactive dans ma vie de manière différente, d'avoir des relations différentes avec les autres parce que j'ai une relation différente avec moi-même et ça impacte vraiment positivement tous les domaines Ouais. de vie. Et la perte de poids, qui est le sujet numéro un central à la base, devient plus une conséquence et oui, le poids descend en fait, tout simplement. Mais parce que derrière, tout le reste est beaucoup plus léger. Hyper pertinent. Et je rebondis juste là-dessus parce qu'on a parlé un petit peu d'argent. Je sais que on reçoit beaucoup de messages là-dessus. Combien ça coûte de se faire accompagner par Kiné Coach Santé? Nous, on a des accompagnements qui sont vraiment personnalisés, qui sont adapté selon les besoins, selon les difficultés, selon les objectifs. Donc c'est pour cette raison que si jamais, en tout cas ça vous parle et que vous avez envie d'en savoir plus à ce sujet, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur les liens qui se trouvent autour de la vidéo. Vous serez soit avec Karine, soit avec un ou une autre coach de l'équipe et vous aurez justement l'opportunité de bénéficier vraiment d'une session de clarté émotionnelle d'une heure. C'est gratuit, ça n'engage à rien, mais ça permet déjà de faire un vrai point sur soi, de mettre en place potentiellement une feuille de route et puis éventuellement du coup d'être en mesure de parler concrètement d'investissement, de savoir comment mettre en place les choses et de partir éventuellement sur un accompagnement qui durera généralement plusieurs mois. Ok, franchement, on a fait un bon tour. On a vu pas mal de choses, Karine. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui seraient importantes éventuellement de partager selon toi? Je m'étais noté aussi une petite question. C'est si une femme se reconnaît dans ce qu'on vient d'écouter, enfin dans ce qu'on vient de dire dans ce podcast, c'est quoi la phrase que t'aimerais lui dire, peut-être un peu inconfortable, toi, un peu challengeante que t'aimerais lui partager, qu'elle devrait entendre selon toi? Alors, c'est difficile, il y a plein de choses que je pourrais dire. Si une femme se reconnaît dans ce qu'on partage, j'aurais envie de lui dire je comprends ce que tu vis, hein, si je dois lui parler. Je pense que chaque être humain passe par des moments inconfortables dans sa vie, parce que très souvent on pense qu'on est seul à vivre ce qu'on vit et ça ramène énormément de solitude, donc tu n'es pas seul à vivre ce que tu vis. Et si tu as envie qu'on puisse ensemble en parler, d'avoir un moment d'écoute, un moment de soutien pour pouvoir changer, transformer ta vie, eh bien, chez Kiné Coach Santé, on peut t'offrir cet espace-là.
juste pour que déjà tu puisses avoir des prises de conscience et peut-être sortir de ce rendez-vous déjà en ayant changé de point de vue et de perception. Donc c'est vraiment lui dire c'est ok que tu aies peur, c'est ok que ce soit inconfortable ce que tu vis, mais encore une fois, on est beaucoup de personnes sont comme toi et il y a vraiment des solutions pour pouvoir t'aider à changer et à agir et à faire différemment. Ce serait la phrase que je pourrais lui dire si elle se reconnaît. Top. Eh ben écoute, hyper précieux. Merci beaucoup pour ton partage, Karine. À bientôt. À bientôt et merci à toi Aubin, c'était vraiment pertinent comme échange, j'ai beaucoup apprécié. Merci.